No, we are enemies. We will be enemies forever. Of course I'm afraid, but like, do I have another chance? Do I have another chance of being Ukrainian? Je pensais pas être aussi impacté par ces rencontres. Bon, il y a quelques semaines, je suis parti en Ukraine et il y a littéralement des bombes qui sont tombées à 100 mètres de là où j'ai dormi. Installez-vous confortablement, je vous raconte. Bon, on vient d'arriver à la gare de Varsovie pour aller à Cracovie, déjà dans un premier temps. En Ukraine, j'y suis allé avec le député français Nicolas Metzdorf. Les avions sont à l'heure, les trains sont presque à l'heure, les gens sont sympas, donc pour l'instant, que des zones positives. On a encore fait le pire, le train de nuit là. Ouais. Sans couchette. Grâce à lui, j'ai pu avoir accès à des lieux habituellement interdits aux journalistes. Alors demain, on arrive à midi, je crois, et on enchaîne tout de suite avec l'ambassadeur de France en Ukraine, à Kiev. Ensuite, on sera au Parlement, à la Rada. Là, on est dans le Parlement ukrainien. C'est juste un délire. Ça s'appelle la Rada. On va rencontrer les députés ukrainiens, avec qui on va discuter des réfugiés ukrainiens en France. Là, ils sont plus de 100 000 aujourd'hui. Pour savoir, est-ce qu'à la fin de la guerre, on doit les maintenir sur place parce qu'il y a le temps de reconstruire, etc. Ou est-ce que les élus ukrainiens veulent qu'ils rentrent tout de suite pour repeupler rapidement? Enfin voilà, toutes ces questions auxquelles aujourd'hui, j'ai pas de réponse parce que j'ai pas échangé avec eux. C'est important d'aller les voir. On y est resté 48 heures. Alors, pour que vous compreniez où on se rend, l'Ukraine c'est un des pays les plus grands du continent européen. Avant, ce pays faisait partie de l'URSS, mais en 1991, cette entité se sépare et l'Ukraine devient indépendante. Sauf que depuis que Vladimir Poutine est élu président de la Russie, il fait tout pour assurer les intérêts russes dans la région. Seulement en 2014, le président ukrainien préfère signer un contrat avec les Russes plutôt qu'avec l'Union européenne, alliée des États-Unis. La population ne le supporte pas et c'est la révolution. How did you react in 2014 when the revolution here? Look, I was 13 at the time, so of course, well, like my childish reaction, I cannot explain in words, rather in emotions, that I was so... Look, at the time I was ready to change my country, and I guess like that revolution and the war that had been waged in 2014, that had a huge impression on me. You supported it? I supported in the fact that I wanted to change my country for better, and that I was like, that I wanted to create a better state of Ukraine, of sovereign Ukraine. Le conflit prend de l'envergure 8 ans plus tard, lorsque le 24 février 2022, Vladimir Poutine, en direct à la télévision, déclare la guerre à l'Ukraine. Pendant un mois, les Russes envahissent et s'infiltrent sur le territoire ukrainien, allant jusqu'en banlieue de Kiev. Ils se retirent petit à petit et le conflit s'enlise, notamment dans le Donbass. Depuis, l'Ukraine reste en guerre contre la Russie et une bonne partie de son territoire à l'est est occupée par l'armée russe. Pour être honnête avec vous, au moment où on est parti en Ukraine, c'était un moment d'accalmie. Un moment où les Ukrainiens étaient persuadés qu'ils allaient gagner la guerre. Quand les Russes ont attaqué, une grande inquiétude s'est portée sur la capitale, Kiev. Car la Biélorussie a accepté que les troupes russes passent par son territoire. Mais pour comprendre un peu mieux ce qui s'est passé et comment les Russes ont procédé à leur attaque, les militaires ukrainiens nous ont conduits à l'aéroport d'Hostomel. Là-bas, ils nous expliquent que les Russes ont attaqué l'aéroport dès le 24 février. Відповідно, мій підрозділ був приведений в повну бойову готовність. І ми знаходились в районі аеродрома, зайняли свої вогневі позиції. Близько 11-ї години почули звук роботи вертольотів, і вертольоти почали зразу наносити вогневе ураження по об'єктам аеропорта Антонов і почали працювати по моїм підрозділам протиповітряної оборони. Pour que vous compreniez bien, la prise de cet aéroport était stratégique dans la conquête de Kiev. Російський десант почав наступ в напрямку адміністративної території об'єкта з ціллю захватити адміністративну територію, центр керування польотами. Відповідно, мої підрозділи перейшли до оборони і почали стримувати наступ російського десанту. Ok, donc là on est dans l'aéroport Antonov et juste derrière moi là il y a un avion qui est, je sais pas si on le voit bien, mais qui est complètement explosé, qui s'est fait exploser. Les Russes étaient là, en fait les Russes voulaient atterrir ici, déposer leur flotte ici pour après attaquer Kiev, sauf que les Ukrainiens, et c'est dans ce qu'on a vu juste avant, bah, ils ont résisté. En ayant le contrôle de cet aéroport, les Russes pouvaient faire débarquer et des hommes
et du matériel. Malheureusement pour eux, les pistes ont été endommagées par les combats et lorsqu'ils veulent débarquer leurs hommes et leur matériel, ils se rendent compte que c'est impossible. Parmi les dégâts figure la destruction du plus gros avion commercial au monde, l'Antonov AN-225. Le 2 avril, les militaires ukrainiens reprennent possession de l'aéroport. Encore aujourd'hui, les forces russes sont positionnées dans l'est de l'Ukraine et cet état de guerre permanent pèse beaucoup sur la population. When I got a message from my dad at 4 a.m. and I was just like, I don't know, I was so confused and I couldn't believe it, like every Ukrainian, because we thought that it was like a nightmare being true. So at the time, I knew that I had enough responsibilities and duties to improve my country, just like to improve the situation that was going on in Ukraine. And even though I was miles away from Ukraine, I still knew that I had an opportunity to make an impact on Ukraine. Militaires et checkpoints partout. Hommes sur le front et femmes et enfants exilés. La guerre est partout. Vadim, un photographe que j'ai rencontré là-bas, m'expliquait que son effort de guerre à lui, c'était de prendre des photos de ses potes sur le front et de les publier ensuite sur les réseaux sociaux. Il m'a aussi conduit sur un pont défoncé, et dont les voitures qui le traversaient étaient encore présentes. Ce pont a d'ailleurs été un des symboles de l'occupation russe, puisque tous les habitants fuyant Irpin et Boutcha bombardés, soit se cachaient sous ce qu'il en restait, soit traversaient la rivière les pieds dans l'eau, pour atteindre l'autre rive. Le tout pour rejoindre Kiev, une ville assiégée, mais toujours debout. Et c'est justement au milieu de cette ville immense que se trouve un îlot politique, là où se tient la Rada, l'unique chambre parlementaire ukrainienne. Accompagné par une députée, on a pu pénétrer à l'intérieur du temple du pouvoir ukrainien. Ce qui m'a frappé, c'est le grand drapeau européen qui s'y tient, au milieu, avec le drapeau ukrainien. Cette volonté, plus que jamais, d'appartenir à l'Europe, plus qu'à la Russie, je l'ai aussi senti dans le discours d'Oleksi, jeune député de 28 ans. So the European side is the standard. Here people understand the value of European Union and European standards. So people respect the European standards. And this is standards of living, standards of respecting people, standards of personal freedom, standards of human rights protection, and standards of management of the country. We do understand, and Ukraine actually is a European country, but not a part of European Union, but European country that... more than a Russian country, yeah, you say. Yeah. Actually 100% more than Russian. We are not Russian country, and we do want to be part of the, you know, package of standards. And we serve, we do understand the value of it, and when we are responsible for our actions to receive, to become a part of the values. Cette journée, je l'ai passée avec Nicolas Metzdorf, comme je vous disais, député français. Les gens qu'on a vus aujourd'hui veulent, déjà ce sont des jeunes, Alexis il a 28 ans, il a 6 ans de moins que moi, c'est des utopistes, c'est des idéalistes, ils veulent le meilleur pour leur pays, c'est des jeunes qui sont sur Instagram, qui sont sur Twitter, qui sont sur TikTok, ils voient ce qu'il y a en France, ils voient ce qu'il y a aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie, ils veulent juste la même chose en fait, c'est juste une jeunesse européenne qui veut se développer, donc c'est pas le vieux pays de l'Est avec un vieux dictateur qui essaye de nous amadouer pour battre le vieil ennemi. Il a dit tout à l'heure, hein, la moyenne d'âge à l'Assemblée ukrainienne, c'est quoi? C'est 40 ans, à peine, quoi. On les a vus, les députés. Ils sont hyper jeunes, donc c'est une jeunesse qui se lève. C'est une jeunesse qui se lève pour son pays et qui a envie de le moderniser. Donc, non, je le ressens pas vraiment comme une espèce de stratégie pour nous convaincre que finalement c'est la Russie les méchants. Et tout à l'heure, je demandais à Alexis quand on marchait là, je lui disais, tu sais, une des grosses critiques du régime poutinien, c'est qu'il y a des nazis, enfin que l'Ukraine est un pays nazi. Il me dit mais where do you see Nazi tonight? Et c'est vrai qu'en marchant dans la rue de Kiev, toi aussi, est-ce que ça a semblé être la capitale d'un pays dictatorial avec des nazis ou pas?
On a vu des gens après, ouais, mais après, comme les Ukrainiens, c'est un peu placé. Enfin, c'est nouveau. Je veux dire, c'est nouveau. La nation ukrainienne est assez récente. Le nationalisme ukrainien est très fort. Donc, par extension, le nazisme, même, il peut être poussé aussi un peu plus que dans les autres pays, quoi. Ah, je pense qu'il ne faut pas confondre le patriotisme, le fait d'aimer son pays, et le nazisme, qui est le fait de détester tous les autres. On peut être patriote, on peut juste aimer à fond son pays, aimer son drapeau, ses valeurs, son hymne, comment on appelle ça, sa devise, et puis kiffer les autres aussi, quoi, pour ce qu'ils sont, tu vois. Et c'est ça que j'ai ressenti. J'ai ressenti vraiment des Ukrainiens amoureux de leur pays, mais qui voulaient autre chose, parce qu'ils veulent intégrer l'Europe, ils veulent intégrer l'OTAN, ils veulent participer à cet ensemble-là. Donc je n'ai pas trouvé un peuple qui se renfermait sur eux-mêmes en disant tous les autres sont nuls, il faut les écraser. Au contraire. Au contraire. Pour comprendre l'impact sur la population, il faut comprendre les conséquences directes de la guerre. Peu de temps après le début de la guerre, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a déclaré que tous les hommes en condition de se battre devaient rester au pays. Depuis le début de la guerre, l'espace aérien commercial est interdit, ce qui veut dire que le seul moyen de passer la frontière est de le faire par le train. C'est à ce moment-là, en voyant des réfugiés ukrainiens dormir dans la gare, que j'ai compris que les Polonais subissaient ici de plein fouet la crise des réfugiés ukrainiens. À Nice et sa région, c'est le deuxième foyer d'accueil pour les Ukrainiens, après Paris. Donc là, on est actuellement dans un boulodrome qui accueille des réfugiés ukrainiens. Là, ils sont 48, je crois, aujourd'hui, dedans. C'est hyper impressionnant et hyper émouvant. Il y a pas mal des chambres en fait, qui sont empilées les unes sur les autres. Et à côté des autres, les unes à côté des autres. Et ouais, on nous a raconté pas mal de trucs, ça je le dirais plutôt peut-être en voix off, après a posteriori. Beaucoup d'Ukrainiens donc, qui ne peuvent pas se loger encore sont soit hébergés chez des particuliers, soit dans des camps. On a visité un boulodrome qui a été ajusté pour que les familles puissent y vivre dignement. J'ai vraiment peur d'aller dans mon pays. Pour moi, c'est j'ai très peur d'y aller maintenant. Et du coup, tu as des enfants qui sont ici aussi? Oui, du coup, mes enfants, ma grand-mère, ma mère, ils sont ici avec moi. Donc toute ta famille sauf ton mari et les hommes en fait de ta famille. Voilà, c'est comme ça pour ce moment-là, mais on espère qu'on va trouver la solution. Et vous avez bon espoir Oui, on échange chaque jour, le soir, on a le vidéo avec tout le monde. Ok, vous réunissez toute la famille. Voilà, okay, on essaie d'être plus proche possible dans ces conditions qu'on a. Juste pour donner mon ressenti là maintenant tout de suite, c'est juste super émouvant. J'ai discuté avec une Ukrainienne qui a dû quitter son mari, toute sa famille masculine et partir avec toute la partie de sa famille qui était féminine ici en France. Elle était informaticienne et aujourd'hui elle s'occupe d'aider ses compatriotes à essayer de s'insérer au mieux. Et dernière question, est-ce que quand la guerre sera finie, est-ce que tu te vois revenir en Ukraine ou tu te vois aujourd'hui, donc tu parles français, que tu es installé en France, est-ce que tu te vois vivre en France ou est-ce que tu veux vraiment revenir en Ukraine? C'est une question très difficile pour moi pour ce moment-là parce que j'ai vraiment peur et je ne vois pas pour ce moment-là dans combien de temps je peux revenir dans mon ville parce que l'infrastructure est détruite. Pour ce moment c'est dangereux, après on ne sait pas. Et avec le voisin comme ça, c'est... Et toi tu vivais dans une zone qui est aujourd'hui contrôlée par la Russie ou non. Heureusement notre ville n'était pas occupée, mais autour de notre ville c'était l'occupation. Ok. Oui. Et début septembre, je suis de Kharkov, et début septembre, nos armes ont commencé de pousser des Russes. C'est un très bon résultat et on est très content de voir que ça se passe mieux maintenant. Et là, juste derrière moi, je sais pas si on voit, voilà, il y a des enfants qui jouent et les animatrices essayent de leur faire apprendre le français. Avec un jeu, là, à 10 des lettres et ils doivent dire des mots en français. Et c'est hyper émouvant aussi de voir que ils apprennent le français. Il y avait une confusion entre le C et le S. Bref, c'est des détails un peu bêtes mais qui sont assez waouh. Bref, je pensais pas être aussi impacté par ces rencontres. On a discuté juste avant avec une famille qui avait des enfants, ils remerciaient la France de les accueillir. Enfin, je crois qu'on se rend pas compte. Le but de cette démarche ici, c'était de vous livrer mon ressenti.
ce que j'ai vécu en Ukraine en y allant. Évidemment, pour des raisons de sécurité, je ne suis pas allé dans les régions russophiles et russophones, aujourd'hui dans le feu des combats. Mais j'aurais adoré pouvoir discuter avec des gens qui, eux, se sentent beaucoup plus proches de la Russie et qui pensent que leur avenir se joue dans les mains de Poutine. Ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est qu'un pays frontalier de l'Union européenne est en guerre. J'oublierai pas le stress qui m'est monté quand je sais que je rentrais dans un pays en guerre. J'oublierai pas le visage des soldats ukrainiens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi et que j'ai vu partir sur le front. J'oublierai pas la tension ambiante qui régnait, les checkpoints militaires et tout le monde qui se sent en insécurité permanente. J'oublierai pas la soirée que j'ai passée à discuter avec Oleksiy, le jeune député. J'oublierai pas qu'en me réveillant à Paris, 2 jours après, des bombes sont tombées à 100 mètres de là où j'ai dormi.